Ici Kevin Dupont, le TVA Nouvelles commence maintenant. Prise d'otage à Gatineau, le suspect refuse toujours de collaborer. Et pénurie de main-d'œuvre d'infirmières à Chaville, le service d'obstétrique doit fermer pendant 6 mois. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Il y a cette prise d'otage qui est toujours en cours sur la rue Louis-Hébert à Gatineau et notre journaliste Gabriel Touin est sur place. Gabriel, ça fait plus de 14 heures que les policiers tentent de trouver un dénouement pacifique à la situation. La tension qui règne ici, Kevin, nous indique toutefois que l'opération est loin de se terminer. C'est cet homme de 36 ans qui se trouve dans son logement, juste ici, derrière moi, qui tient une femme captive avec lui depuis 23h30 hier soir. Peut-être que si vous étiez dans le secteur cet après-midi, vous avez entendu des coups de feu. Eh bien, je tiens à vous dire qu'aucun blessé n'a été fait au cours de ces événements. Au courant de l'après-midi, par contre, l'homme en question a menacé les policiers, leur indiquant qu'il pourrait s'en prendre à eux. Mais en ce moment, pour ce qui est de la situation présente, l'individu refuse toujours de collaborer avec les autorités. Et Gabriel, est-ce qu'on sait si l'homme en question, finalement qui aurait tiré les coups de feu? C'est une information que le service de la police de la ville de Gatineau ne nous a pas confirmée pour l'instant. On sait toutefois que l'homme en question avait une arme avant de se barricader dans son logement et on sait aussi qu'il a été impliqué dans une altercation juste avant de l'arrivée des policiers hier soir. Est-ce que les coups de feu ont été tirés directement vers une personne ou plutôt peut-être en avertissement, en termes d'avertissement vers les autorités? C'est impossible de le savoir pour l'instant, mais comme vous pouvez voir derrière moi, les policiers s'affairent toujours à essayer de tenter de collaborer avec l'individu, de négocier avec lui. Et justement, est-ce que les mesures de sécurité sur la rue sont toujours en place? Oui, la rue Louis-Hébert est bien fermée, bloquée dans les deux sens en ce moment. Et également, il y a cet immeuble voisin qui a été évacué au courant de la nuit dernière par mesure préventive. Et justement, les personnes qui habitent dans le voisinage se demandent, sont bien troublées de l'événement qui se passe dans leur quartier en ce moment. On peut écouter leur réaction à ce sujet. En 11 ans, propriétaire ici, je n'ai jamais, au grand jamais, eu des problèmes ici ou quoi que ce soit le soir. Il n'y a jamais rien eu ici, c'est tranquille au bout. À notre réveil à 7 heures, on a bien vu qu'il y avait encore des polices. Puis là, on checkait sa TV, on a bien vu que quelque chose se passe, qu'il y a un forcené. On peut comprendre leur choc face à un tel événement et en espérant, Gabriel, que tout cela se termine le plus calmement possible. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous en prie. Le manque criant d'infirmières à l'hôpital du Pontiac aura finalement eu raison du service d'obstétrique qui sera fermé temporairement pour 6 mois. Le CIUS de l'Outaouais se voit forcé de prendre cette décision après 14 bris de service depuis le mois d'août à Chaville. Il n'y a plus que 3 infirmières formées en obstétrique alors qu'il en faudrait 12 pour offrir des soins complets aux mères et aux bébés du Pontiac. Et pendant cette interruption, les mères pourront avoir un suivi de grossesse avec leur médecin ou une équipe de sages-femmes à Chaville, mais elles devront toutefois accoucher à l'hôpital de Gatineau ou à la maison de naissance de l'Outaouais. La grève des enseignants ontariens se poursuit et c'est plus de 2 millions d'élèves qui n'ont pas eu d'école dans la région. On parle ici du plus important mouvement de grève dans la province depuis les années 90. Élise Lacombe, aujourd'hui, on parle d'une journée historique. Vous avez dit historique, Kevin. En effet, c'est la première fois que les 4 principaux syndicats en enseignement se rassemblent afin de manifester ensemble. On parle ici d'environ 200 000 enseignants et enseignantes qui sont en grève présentement afin d'avoir de meilleures conditions de travail. Toutefois, les négociations présentement avec le gouvernement Ford ne vont pas de bon train, et ce, malgré les moyens de pression utilisés par les diverses associations enseignantes au courant des derniers mois. Les syndicats ont souligné être en grève pour les élèves. On cherche ici à dénoncer les coupures budgétaires effectuées par le gouvernement ontarien qui nuiraient à l'éducation des jeunes. Élise, vous parlez de coupures, justement, ces grèves touchent quand même beaucoup de personnes. Et quand on pense justement aux Ontariens, aux Ontariennes, ils doivent avoir une opinion sur le sujet. Eh bien, pour l'instant, les syndicats ont le soutien de la population.
la population, oui, qui est largement composée de parents qui comprennent et qui sont même d'avis que le gouvernement devrait soit réduire le nombre d'étudiants dans les classes ou bien encore abolir les cours obligatoires électroniques aux élèves du secondaire. Une chose est sûre, c'est l'opinion publique qui fera pencher plutôt la balance dans l'un des deux partis. Et c'est dans ce conflit-là qu'on le verra. Oui, Élise, justement, si la situation continue ainsi, est-ce qu'on peut penser peut-être qu'on pourrait avoir recours à une grève illimitée? Eh bien, la question se pose, Kevin, mais selon Tony Dean, le sous-ministre plutôt du Travail en Ontario, les syndicats n'auraient pas avantage à utiliser cette stratégie au risque de perdre la faveur du public. Le gouvernement pourrait profiter de cette occasion afin de faire instaurer une loi spéciale de retour au travail. Donc, les syndicats devraient retourner à la case départ. En espérant que le gouvernement ontarien et les syndicats d'enseignants pourront trouver un compromis juste, on surveillera ça de tout près. Merci beaucoup, Élise. Je vous en prie. Les 129 passagers du Diamond Princess sont arrivés aujourd'hui à Cornwall pour y être placés en quarantaine à l'Institut de formation NAV Canada. Les responsables de Santé Canada précisent que la durée de la quarantaine sera écourtée pour certains passagers et membres de l'équipage en fonction du niveau de risque plutôt faible de contracter le coronavirus au pays. D'ailleurs, tous les croisiéristes avaient été déclarés négatifs au coronavirus au Japon. Une fois arrivés à la base militaire cet après-midi, ils ont à nouveau obtenu un résultat négatif. La crise ferroviaire se poursuit pour une 16e journée consécutive au Canada et le premier ministre Justin Trudeau a fait une sortie aujourd'hui en affirmant que les barricades devaient tomber et que le chemin de fer devait être libéré sans toutefois avoir recours à l'armée. Il a également indiqué qu'il était de la responsabilité du provincial de charger de ce dossier. Et pour en parler, nous recevons en studio la politologue et professeure à l'Université d'Ottawa, Mme Geneviève Tellier. Bonjour. Bonjour, M. Dupont. Tout d'abord, la première question, est-ce que vous pensez que M. Trudeau se déresponsabilise un peu en donnant justement cette action aux provinces? Bien, c'est ce que plusieurs observateurs pensent, à commencer par certains premiers ministres provinciaux. M. Legault, par exemple, M. Ford aussi en Ontario, ont un peu souligné le manque de force ou d'initiative de la part du gouvernement fédéral. Il y a aussi que c'est un dossier délicat. On ne voudrait pas porter l'odieux d'un échec. Et donc, est-ce que le fait de renvoyer ça dans le camp des provinces, c'est pas une façon de s'en sortir un peu? La question se pose. Il y a peut-être d'autres stratégies en œuvre, mais effectivement, on peut noter le manque de leadership du gouvernement fédéral dans ce dossier. Et Mme Tellier, on est quand même au 16e jour, justement, consécutif. Pouvez-vous nous rappeler un peu, peut-être, les enjeux de cette crise-là qui touche quand même une bonne partie du Canada? Alors, les enjeux sont multiples. Ils partent d'une situation très précise et localisée en Colombie-Britannique à propos d'un oléoduc. Est-ce qu'on doit le construire ou non? Et certains représentants de communautés autochtones sont contre cet oléoduc-là. Maintenant, où la crise a pris des proportions nationales, c'est que d'autres communautés ailleurs au pays supportent ces revendications-là et bloquent elles-mêmes les chemins de fer. Et pour l'instant, tout le réseau ferroviaire du Canada est bloqué. Alors maintenant, c'est rendu une crise nationale économique. Alors, c'est plus juste une question environnementale, relation avec les Autochtones, mais c'est aussi, qu'est-ce qu'il y en est pour l'économie du Canada? Si les manufacturiers étrangers commencent à dire, au Canada, on ne peut pas faire des affaires comme il faut aller aux États-Unis, ça pourrait avoir des conséquences à long terme aussi. Et justement, vous parlez d'économie. Il faut dire que les chemins de fer passent également par l'Ontario, nécessairement ici à Ottawa. Est-ce qu'il y a nécessairement des conséquences directes qui vont toucher les Ottaviens également, les Gatinois? Bien, pour l'instant, on les voit juste pour les passagers. Alors, vouloir prendre le chemin de fer pour aller à Toronto, c'est plus une option pour le moment. Alors, plusieurs gens doivent changer de plan. Les coûts de transport aussi ont augmenté par la force des choses, que ce soit par autobus ou par avion. Et enfin, tout le blocus national, éventuellement, si on est pour avoir des pénuries de produits, on parle notamment, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des tablettes vides dans les épiceries éventuellement? Bien, ça va toucher tout l'ensemble du pays. Alors, ce qui se passe dans une région a des répercussions ailleurs. Tout est tellement intégré maintenant avec l'économie que les Ontariens, comme les autres Canadiens, vont en sortir les effets. Et même, vous parlez justement, oui, des citoyens qui habitent la région, mais également il y a des travailleurs qui pourraient perdre leur emploi. Bien, il y a déjà des suspensions d'emploi. Alors ça, c'est à court terme. Mais est-ce que ça va nous faire perdre des contrats à moyen et long terme où là, il y aurait des pertes permanentes? Là aussi, la question se pose. C'est pour ça un peu qu'on reproche à M. Trudeau de manquer de leadership parce que c'est des enjeux nationaux. La crise a pris une ampleur où tous les paliers de gouvernement devraient intervenir. Et vous parlez justement de leadership. Au début de son mandat, Justin Trudeau avait parlé d'écoute active envers les communautés autochtones. Est-ce que vous pensez qu'on a peut-être un peu manqué d'écoute envers ces communautés? J'ai pas l'impression qu'on
en a manqué si on regarde ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années. Par contre, j'ai l'impression que les Canadiens vont se poser eux-mêmes la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? On était censé avoir un gouvernement champion pour rétablir les ponts avec les communautés autochtones. Si, lors d'une crise majeure comme celle-ci, on n'est pas capable de parler avec les populations autochtones. Donc, on va encore questionner M. Trudeau sur ses intentions versus ses actions, et le bilan n'est pas très beau à montrer pour l'instant. Et surtout que le gouvernement Trudeau n'a pas montré d'échéance, n'a pas fixé d'échéance finalement à la fin de ce conflit. Exactement. Merci beaucoup, Mme Tellier, de Merci. vous être déplacée aujourd'hui. Et parlant justement d'un autre sujet, selon le plus récent sondage CROP, il y a un Canadien sur 4 qui est d'avis que l'homme ne serait pas la principale cause des changements climatiques. Et contrairement aux croyances populaires, eh bien, il y a certaines de ces personnes qui sont des jeunes adultes. La nouvelle plateforme numérique Belvédère analyse la situation. Voici le reportage de Jérémy Lachance. You all come to us young people. I shouldn't be up. Le réchauffement climatique, c'est le plus grand défi de l'humanité. Il me semble qu'on l'entend souvent, ça. Mais si tout le monde le dit, tout le monde le pense. Mais non. J'ai voulu savoir qui étaient ces climato-sceptiques-là et surtout, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils n'adhéraient pas au consensus scientifique. J'ai réuni 2 amis d'enfance. D'un côté, on a Simon Leblanc, un climato-sceptique qui étudie en sciences politiques, et de l'autre, Louis Couillard, le porte-parole de la planète Saint-Vite à l'université, l'organisation responsable de la grande manifestation environnementale de Montréal l'automne dernier. Le discours, c'est de dire c'est de regarder les faits scientifiques, puis les faits sont alarmants. Mais moi, mon problème est justement avec l'alarmisme, parce que l'alarmisme crée un sentiment de peur et d'anxiété, puis le mouvement est récupéré de plus en plus par toutes sortes de mouvances qui viennent se chercher une justification. C'est juste quelqu'un qui a de la misère à comprendre que malheureusement, c'est aussi désastreux que ça. Combien de choses que la science a pensé que finalement la science a infirmé 20 ans plus tard? Je pense pas qu'on a une vision juste et claire des conséquences de cette crise, entre guillemets-là. Les personnes d'autorité autour de moi m'ont fait comprendre que clairement il y avait un problème. Il y a quand même quelque chose d'un peu spécial dans ce que tu viens de dire, c'est que ta vision a été développée à cause de personnes en position d'autorité sur toi. Ouais. Sans vouloir crier à la propagande ou à l'endoctrinement, il y a quand même un fait que l'appareil médiatique est vraiment orienté sur cette défense de cette cause-là. Puis c'est peut-être ça, justement, qui fait qu'il y a autant de gens y croient et ne se posent pas de questions. Je pense que c'est là qu'on voit qu'il y a un certain dogmatisme à l'environnement, c'est de voir tous les petits clones, c'est tous des petits leaders qui pensent tous pareil. La vision d'un climato-sceptique et d'un environnementaliste, même lorsqu'il s'agit de 2 amis, demeure pratiquement irréconciliable. Fait qu'au final, mon rôle, ça demeure d'être la petite roche gossante dans ton soulier. Vous êtes plus comme genre un gros plat qu'on n'est pas capable de s'enlever avant que le médecin le dise. Parce que c'est juste une petite roche, tout le monde, l'humanité enlèverait ce soulier, vous jetterait puis continuerait son chemin. C'est une blague, là. Elle était pas full bonne. C'était quand même bonne. Et Jérémy, comme on a pu le voir, c'est donc le consensus scientifique qui divise directement les deux camps. Exactement, Kevin, le consensus qui, je vous le rappelle, a le support de 97 % de la communauté scientifique. Et c'est d'ailleurs ce qui dérange les climato-sceptiques, dis-je bien, c'est l'absence de doute dans le discours scientifique. Ils annoncent surtout aux environnementalistes de parfois douter un peu plus. Très intéressant. Merci beaucoup, Jérémy. Au revoir. Eh bien, il y a 2 perquisitions de drogue qui ont permis au service de police de la ville de Gatineau de saisir, entre autres, 83 000 comprimés de méthamphétamine et 202 grammes de cocaïne. Il y a 2 hommes et une femme âgés de 26 à 35 ans qui ont été arrêtés dans des résidences situées sur la rue des Forges à Gatineau et sur la rue Bélanger à Val-des-Bois dimanche. Les 3 suspects dans cette affaire ont été relâchés sous promesse de comparaître, des accusations en lien d'ailleurs avec la possession de trafic et le trafic de stupéfiants ont été déposées. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd'hui pour la première fois que les chances d'enrayer complètement le coronavirus diminuent. Eh bien, en début de bulletin, on vous parlait justement des personnes qui étaient arrivées à Cornwall. Eh bien, l'OMS a indiqué aujourd'hui qu'au niveau de l'international, il y a de nouveaux cas qui n'ont pas nécessairement de lien clair avec l'épidémie, qui sont apparus en dehors de la Chine. Il est important de rappeler que le coronavirus a déjà fait plus de 2200 morts. Il a contaminé plus de 75 000 personnes en Chine et plus de 1100 ailleurs dans le monde.
Au hockey, les Sénateurs d'Ottawa se sont inclinés 5-1 face aux Jets de Winnipeg jeudi soir. L'attaquant des Jets, Mark Scheifele, a aidé les siens en récoltant 4 points. Les Sénateurs auront la chance de retrouver le chemin de la victoire demain soir, alors qu'ils recevront la visite des Canadiens de Montréal au Centre Canadian Tire. Et à la météo, il y a des nuages qui sont attendus ce soir et cette nuit avec de la neige. Le minimum est prévu à moins 12 degrés. Demain, ce sera également nuageux avec un risque de pluie verglaçante qui devrait débuter tôt le matin. Un maximum de 1 degré est attendu à Ottawa et à Gatineau. Voilà, c'est ce qui complète le TVA Nouvelles de 18h. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Et Sophie Thibault vous attend au TVA Nouvelles 22h. Et quant à nous, on se retrouve demain. Au revoir.